président de la République, Alassane Ouattara, en visite en France, a été reçu hier soir par le président français François Hollande. Parmi les sujets évoqués, la lutte contre le terrorisme. Demain, samedi 6 février, sera célébrée la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Une journée qui vise à sensibiliser et interpeller les populations. Nous entendrons dans quelques instants le témoignage d'une excisée. Conduire sous l'effet de la drogue, de l'alcool et sous de nombreux accidents selon l'OMS. Chaque année, 600 personnes perdent la vie. Un institut de recherche scientifique brésilien a annoncé aujourd'hui avoir détecté le virus Zika via le moustique dans l'urine et la salive. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite en France, a été reçu hier soir par le président français, François Hollande. Face aux journalistes, après son entretien avec son homologue français, le président Ouattara a déclaré qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale. La justice en Côte d'Ivoire étant désormais opérationnelle. On en sait plus avec Viviane Aimé. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, reçu à l'Élysée ce jeudi 4 février pour une première rencontre en ce début d'année 2016 avec son homologue français, François Hollande. Rencontre placée sous le sceau de l'amitié et d'une coopération toujours renforcée entre les deux pays depuis l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara en 2011. Si la reprise des relations s'est traduite dès le départ au plan politique par une visite d'État du président ivoirien en France en 2012 et qui a été l'occasion de la signature de nouveaux accords de défense entre les deux pays, ainsi que par une visite officielle du président français à Abidjan en juillet 2014. Et au plan économique, par le soutien constant apporté par la France à la Côte d'Ivoire dans son effort de sortie de crise, le soutien de la France à la Côte d'Ivoire sera tout aussi déterminant pour permettre l'atteinte de l'émergence. Mais pour l'heure, de nouveaux défis se font jour, notamment le défi sécuritaire face à la menace d'attentats terroristes djihadistes depuis l'attentat contre le splendide hôtel de Ouagadougou. Coopération économique, mais aussi sécuritaire, autant de sujets évoqués par les deux chefs d'État au cours de leur entretien. Au sortir de son tête-à-tête avec son homologue français, le chef de l'État s'est prêté aux questions des journalistes. Juste à propos de la CPI, vous en avez aussi parlé à l'Union africaine. Plusieurs pays africains ont fait savoir qu'ils voulaient se retirer de la CPI. Est-ce que c'est votre position? Non, vous savez, ces décisions sont souveraines. Chaque État doit prendre ses responsabilités. La Côte d'Ivoire, avant de signer un document, avant de participer à une convention internationale, analyse bien les conséquences. Donc pour nous, pour le moment, la question n'est pas à l'ordre du jour, mais nous comprenons certainement la position de certains pays qui veulent revoir leur propre position. Et ce n'est pas la position de la Côte d'Ivoire. Vous soutenez la CPI? Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Et puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. L'axe Paris-Abidjan se porte bien. Cette visite est la 7e du chef de l'État ivoirien à l'Élysée en 4 ans. Alassane Ouattara, une fois encore, repart confiant au sortir de cet entretien avec son homologue français. Loin de la France, la Côte d'Ivoire qui vient d'être félicitée par la présidente directrice générale du Fonds de l'environnement, Naoko Ishi, reçue aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a annoncé que le pays a géré de façon rationnelle et efficiente les financements mis à sa disposition par le Fonds. Le chef du gouvernement ivoirien s'est aussi entretenu avec le directeur du département statistique du FMI, Hugues Weblé. Depuis le début du Fonds pour l'environnement, ce ne sont pas moins de 24 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire a reçus de ce fonds, environ 200 milliards si l'on inclut les projets régionaux et sous-régionaux. Des ressources utilisées de façon rationnelle et efficiente, apprécie la présidente directrice générale du FEM. Naoko Ishi a donc tout naturellement marqué au cours de cet entretien
avec le Premier ministre Danek Ablan-Duncan l'importance pour le FEM d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du volet environnement de son plan de développement 2016-2020. Le mardi passé, la Côte d'Ivoire a inauguré un projet très important concernant la gestion des pesticides avec 7 millions de dollars du FEM et une contribution du gouvernement de Côte d'Ivoire d'environ 24 millions. Le FEM a décidé d'accompagner la Côte d'Ivoire pour mettre en place une base de données qui permet de connaître où se localisent les pesticides, gérer les stocks, parce qu'il y a des stocks obsolètes qu'on trouve un peu partout dans le pays, et surtout mettre en place une politique qui permet d'éviter l'accumulation de ces pesticides dans le futur. Cette entrevue d'Abidjan entre le Premier ministre Danek Ablan-Duncan et le directeur des statistiques du Fonds monétaire international fait suite à celle d'octobre dernier à Lima, au Pérou, où se tenaient les assemblées annuelles FMI Banque mondiale. La rencontre d'Abidjan, une autre occasion pour les deux personnalités de souligner une fois encore l'importance de l'appareil statistique dans la prise de décision. Nous avons suivi certains dossiers qui sont très chauds dans le domaine de la statistique. Il y a eu des progrès considérables qui ont été faits, en particulier l'amélioration de la comptabilité nationale, l'amélioration des comptes agricoles, l'amélioration des données sur l'administration publique. Et je peux dire que le Premier ministre tient à cœur l'amélioration des statistiques parce qu'il est très conscient de l'impact que ça a sur la prise de décision des pouvoirs publics et aussi des réalisations. Une délégation du Conseil des ministres de l'Entente était à la primature aujourd'hui pour des échanges avec le Premier ministre. Le Conseil organise en ce moment même une rencontre à Abidjan. Le but est d'insuffler un nouveau dynamisme à l'organisation. La question a été abordée avec le Premier ministre Daniel Ablan-Duncan. À la tête du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, depuis le 12 janvier 2016, Paul Kofi Kofi s'active sur le terrain. Il organise des visites dans les établissements, rencontre ses collaborateurs pour s'imprégner de leurs conditions de travail. Au cours de ces différentes rencontres, il a dévoilé les grands axes de son département ministériel. Reportage réalisé par Fidel Aigné, Baraki Sabamba et Konate Moussa. Avec une capacité d'accueil estimée à 69 000 places contre 479 000 demandes en 2010, l'enseignement technique et la formation professionnelle ont d'énormes défis à relever. Faire en sorte que chaque jeune Ivoirien ait à choisir son ordre d'enseignement dans les mêmes conditions, dans le cadre de l'école pour tous, en fonction de ses potentialités. C'est le premier défi. Le second défi est de faire en sorte que l'apprenant puisse, en venant à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, bénéficier d'un enseignement et d'une formation de qualité. Le troisième défi est de donner l'opportunité aux travailleurs de pouvoir se perfectionner pour améliorer leur productivité. Pour atteindre les objectifs, le ministre de l'Enseignement technique et la formation professionnelle appelle à une parfaite collaboration entre les acteurs du système éducatif pour un encadrement de qualité. Les meilleurs élèves et étudiants ainsi que des agents admis à la retraite ont été distingués. Les étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam veulent contribuer au développement de leur communauté. Ils ont donc porté leur choix sur le ministre chargé du budget pour les instruire. Pour ces étudiants, le ministre Abdourahmane Cissé est un modèle de réussite. Reportage Justine Seydjike. Ils sont jeunes, sont étudiants dans une université d'excellence. Ils ont pour ambition d'être des élites de la nation ivoirienne. Pour y parvenir, il faut certes de bonnes études, mais aussi le partage d'expériences de modèles tels le ministre chargé du budget. Abdourahmane Cissé a communiqué son rêve et ses armes de réussite aux étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam. Tout part du rêve, tout part des ambitions. Nous souhaitons que les jeunes soient ambitieux, qu'ils se donnent les moyens de réussir. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire met les moyens à disposition, que ce soit en matière d'éducation, à travers 22% du budget de l'État affecté aux questions d'éducation. Nous souhaitons leur donner les formations de base, de sorte à leur permettre de pouvoir voler de leurs propres ailes.
il faudrait qu'ils saisissent cette opportunité. Le ministre chargé du budget les a aussi rassurés de la détermination du gouvernement ivoirien à œuvrer pour la création d'emplois en vue de leur garantir un avenir meilleur. Une rencontre pleine d'enseignements pour les jeunes membres de l'association Global Choppers Community, initiateur de cet échange. Pour nous, en fait, déjà, c'est le ministre le plus jeune du gouvernement. C'est très important pour nous de pouvoir le recevoir ici, de pouvoir lui parler, de pouvoir bénéficier de ses conseils, de son expérience, pour que demain aussi, nous aussi, puissions un jour suivre son parcours et peut-être être à sa place, ou comme il nous l'a souhaité, même peut-être arriver plus loin que lui, justement. L'association Global Choppers Community, composée d'étudiants et de jeunes cadres, a pour mission de promouvoir auprès de la jeunesse les valeurs de leadership et du dépassement de soi. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste est en visite sur le terrain. Ce vendredi, il était dans les locaux de la direction de l'information et des traces technologiques DITT à Cocody. Bruno Koné-Nabagné a encouragé les agents à plus d'ardeur au travail afin de mettre hors d'état de nuire les cybercriminels. Composés de policiers, d'ingénieurs informaticiens et de criminologues, les travailleurs de la DITT qui luttent contre la cybercriminalité ont interpellé 205 individus et mis aux arrêts 159 autres l'année dernière, en 2015. La ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Anne-Désirée Ouloto, initie une série de rencontres spécifiques avec les collectivités territoriales. Avec donc l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, la ministre de la Salubrité veut assainir les villes et améliorer la qualité de vie des populations. Un comité a donc été mis sur pied pour réfléchir sur le projet. Traiter efficacement les questions de salubrité urbaine et d'assainissement en Côte d'Ivoire. Une préoccupation qui amène le ministère de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement à créer un cadre d'échange et de collaboration avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Il s'agit d'outiller les maires en matière de gestion d'ordures ménagères et d'assainissement. Cette plateforme de collaboration devra permettre aux maires d'assurer pleinement leurs responsabilités. Il ne s'agit pas, pour le ministre que je suis, de me substituer à vous, d'empiéter sur vos attributions. Un comité scientifique composé de techniciens du ministère de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement et des agents de la Direction générale de l'UVICOSI sera mis en place. Sa mission, élaborer un document de rencontre en vue d'œuvrer ensemble à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Baraki Sabamba et Grace Kando ont réalisé ce reportage. La Sodexam organise depuis hier une conférence publique pour informer la population sur l'état du climat en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que c'est que les changements climatiques? Quels sont les impacts? La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique donne quelques réponses dans ce reportage de Grace Kando. L'agriculture, la gestion des ressources en eau, la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire sont des activités environnementales liées au climat. Elles ont une influence majeure sur les économies des pays et leur mode de développement. Au regard des effets néfastes des phénomènes climatiques, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, initie une conférence sur le climat national en Côte d'Ivoire. Nous voulons amener l'Ivoirien à prendre conscience de l'importance du climat dans nos activités et à sensibiliser donc l'Ivoirien pour une prise en compte des questions de changement climatique. Depuis des dizaines de décennies, nous faisons des observations météo, nous enregistrons ces observations et nous travaillons sur donc, ces observations pour montrer que, effectivement, le changement climatique est réel, même dans notre pays. Les participants à la conférence seront sensibilisés sur les effets du changement climatique et comment minimiser les risques climatiques. Nous travaillons sur des plantes médicinales. Et qui parle des plantes médicinales parle du climat. Donc si le climat n'est pas propice au développement de la plante,
nos activités ne pourront pas être menées. C'est très important d'avoir des connaissances au niveau des variations climatiques en Côte d'Ivoire. Nous travaillons dans l'agriculture. Si on n'a pas une idée nette de la pluviométrie de la localité, on ne peut pas implanter une plante quelconque. Donc le climat est très important pour l'agriculture. Selon la Sodexam, environ 75% des pertes annuelles de la production agricole sont dues au changement climatique. La relance de la filière coton, la question était au centre d'une rencontre à Grand Bassam. Acteurs et partenaires de cette filière veulent introduire en Côte d'Ivoire la culture du coton génétiquement modifié. Mais avant, chercheurs, acteurs, partenaires et décideurs estiment qu'il faut maîtriser tous les contours de la question. Explication avec Eugène Atoubé. Faut-il s'engager ou non dans la culture du coton génétiquement modifié? En attendant de trouver une réponse définitive, les acteurs et partenaires de la filière coton ont été éclairés sur les résultats d'une étude de faisabilité du coton génétiquement modifié en Côte d'Ivoire, également sur l'état des exploitations cotonnières. L'enjeu de cette rencontre est de donner à la filière coton les moyens de sa durabilité avec en perspective la lutte contre la pauvreté des producteurs. L'interprofession essaye d'avoir plus de compréhension sur ces aspects d'OGM et ce que ça peut rapporter pour la Côte d'Ivoire. Il faut échanger avec les uns et les autres, voir qu'est-ce qui marche ailleurs, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, de sorte qu'un jour, la Côte d'Ivoire puisse vraiment maîtriser la technologie. Depuis 2013, le FED, Fonds européen de développement, cofinance avec la Côte d'Ivoire le programme d'appui à la recherche cotonnière à travers le FIRCA, programme qui porte sur 11 projets spécifiques à fort impact sur le revenu des cotonculteurs et dans lequel s'intègre le projet de relance de la recherche cotonnière. La Côte d'Ivoire, troisième producteur mondial du coton en 2015, avec plus de 450 000 tonnes, ambitionne de produire 600 000 tonnes d'ici à 2020. La Côte d'Ivoire ne peut pas éviter de s'introduire dans le débat sur le coton génétiquement modifié. De mémoire de spécialistes, cette étude de faisabilité est la première du genre, entreprise par un pays producteur avant de se lancer ou non dans la culture du coton génétiquement modifié. En Côte d'Ivoire, le débat se poursuit. Les autorités et le gouvernement veulent d'abord maîtriser tous les aspects scientifiques, juridiques, réglementaires, sanitaires, environnementaux et sociaux, en tenue compte ensuite afin de motiver la décision ou non d'introduire en Côte d'Ivoire le coton génétiquement modifié. Les paysans à Oumé n'en peuvent plus avec les feux de brousse. Plusieurs hectares de cacao et d'autres cultures appartenant à ces planteurs ont été ravagés par le feu. Et ce feu est souvent provoqué par des individus mal intentionnés, nous dit Konepa Gassoro. Des flammes, une fumée épaisse. Ce champ, situé à une quinzaine de kilomètres d'Oumé, est celui des Richemont. À l'aide d'une machette, ces pères de deux enfants tentent de freiner la progression du feu qu'ils croyaient pourtant éteint la veille. Venu avec nous constater les dégâts précédents, Richemont, surpris de voir que le feu a repris, regarde impuissant ces hectares de cacao et de bananes plantains partir en fumée. Le constat est amer. Tout a été ravagé. Le cacao, depuis 8 ans, ça a été planté. Bientôt, depuis l'année passée, on a commencé à produire. Le voici actuellement, tout est desséché, mort. À l'origine de l'incendie, une imprudence. C'est quelqu'un qui avait nettoyé un bas-fond et il a brûlé. Le bas n'était pas totalement éteint, puis il l'a laissé. Les feux de brousse sont récurrents dans le département d'Oumé. Sur la liste, la forêt classée de l'Athénée, située à environ 20 km de la ville d'Oumé. Il faut dire qu'on a eu plusieurs origines. Donc deux feux d'origine externe qui sont venus du domaine rural. Et ensuite, les autres feux sont des actes de sabotage de paysans ayant leurs champs qui ont été brûlés de manière accidentelle par le feu. Donc par jalousie, ils mettent ce genre de feu-là pour que ça puisse brûler aussi le champ de leurs collègues. Pour les agents de la Sodefort, circonscrire le feu dans cette forêt classée de plus de 29 000 hectares n'est pas aisé. Les autorités municipales, elles, entendent sensibiliser davantage les populations de cette localité sur les dangers liés au feu de brousse.
Demain, samedi 6 février, sera célébrée la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Une journée qui vise à sensibiliser, à interpeller la population sur ces pratiques aux conséquences désastreuses pour la femme. Eh bien, pour nous en rendre compte, je vous propose le témoignage d'une femme excisée. Elle évoque les séquelles laissées sur sa santé et sa vie. C'est un reportage d'Ève Bouy. Je suis partie en excision. J'ai saigné jusqu'à... Depuis quand je suis quittée en excision là. Quand j'accouche net, on me reprend sur une brancard. Je ne peux pas marcher, je saigne. Ces mots de cette dame traduisent les conséquences de la pratique de l'excision sur sa vie. Mère de 4 enfants et veuve, c'est à l'âge de 17 ans qu'elle a été excisée. Le poids de la tradition aidant, elle a pris part à cette pratique pour éviter les railleries de ses camarades. À notre temps, là, les gens se moquaient de nous, raison pour laquelle je suis partie. Deux fois, quand elles sont en réunion, nous on s'en va là-bas et dit que nous sommes incirconcis. On ne va pas écouter à leur réunion. Que ceux qui ne sont pas circoncis n'ont pas de cœur. Ils ne réfléchissent pas. Aujourd'hui encore, elle traîne des séquelles. À cause de l'exclusion, je n'ai pas fait beaucoup d'enfants. Jusqu'à pas fini, mon mari dit « Ah, trop c'est trop. On n'a qu'à arrêter de faire enfant. C'est pas que tu vas mourir en accouchement. » Et jusqu'à aujourd'hui, ça me fatigue, ma vieillesse même me fatigue. Des traumatismes physiques et psychologiques qu'elle gardera à vie. Cependant, elle ne baisse pas les bras. Elle a d'abord refusé de faire exciser ses 2 filles et elle sensibilise sa communauté sur les méfaits de cette pratique honteuse. Je leur dis que l'excision n'est pas bonne. Ça donne la maladie. Ça donne même tétanos. Ça tue les enfants. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 3 millions de filles continuent d'être à risque chaque année. La Côte d'Ivoire demeure l'un des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest. Voilà, et je rappelle que demain, samedi 6 février, sera célébrée la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Nous en reparlerons dans nos éditions. Conduire sous l'effet de la drogue, de l'alcool est source de nombreux accidents selon l'OMS et chaque année, 600 personnes perdent la vie du fait de la consommation de ces substances au volant. Une situation préoccupante, l'Office de sécurité routière tire la sonnette d'alarme et interpelle tous les automobilistes. Fidèle Aigné, Herman Niamien. Yopougon Sable, avant de se mettre au volant de son véhicule chaque matin, Alassane Fadiga se rend au kiosque à la recherche d'un liquide qui lui est précieux, le café noir. Son apprenti, lui, préfère les sachets d'alcool. Le café, c'est seulement pour se motiver. Voilà. Et sans la chaleur, on prend ça pour travailler, pour chercher notre argent, pour gagner pour nous. Il y a d'autres, c'est pas les doses. Ils s'en prennent quelque chose pour venir rouler. Alors qu'il y a d'autres là, c'est pour quelque chose, calao, le noir. Alors que tout ça là, c'est pas de la drogue, c'est la dose. La mauvaise conduite et le manque de courtoisie des conducteurs sont en partie liés à la consommation de ces substances psychoactives. Quand tu prends le café noir et les sachets, ils sont insupportables. Ils posent beaucoup d'actes qui ne sont pas nobles. Ils bloquent les monnaies, et où ils doivent te descendre, ils ne te descendent pas, ils t'amènent ailleurs, tout ça là, ça fait partie de ça. Avec la consommation illicite de ces stupéfiants-là, vraiment, ça met la vie de lui-même, sa vie en danger, celle des passagers aussi. De nombreuses vies sont menacées chaque jour sur les routes. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 6000 cas d'accidents sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire. Face à cette situation alarmante, l'OSER, l'Office de sécurité routière, appelle à la prudence. L'alcool inhibe vos sens, si bien que, en cas de danger, la réaction d'un conducteur qui normalement doit se passer en une seconde, vous allez mettre du temps avant de réagir. Nous allons, avec l'aide de la police, de la gendarmerie et même des collectivités, interdire ces genres de pratiques. Vendre l'alcool au point d'embarquement. Quand on parle d'émergence, ça passe par la route et il n'y a pas de route sans chauffeur. Alors nous leur demandons de se prendre au sérieux. Les substances psychoactives et la conduite ne font pas bon ménage. Tourner le dos à ces substances, c'est choisir la vie et préserver la vie des autres. Pour l'OSER, conduire est une lourde responsabilité,
Et pour le faire, la lucidité est exigée pour réduire le taux d'accidents sur nos routes. Voilà, les automobilistes sont donc invités à ne pas consommer ces substances pour sauver des vies. On reparle de cette réunion du Conseil de l'Entente, un Conseil de l'Entente dynamique. Voilà entre autres l'objectif de la 8e réunion des ministres du Conseil de l'Entente ouverte ce matin à Abidjan. Les participants réunis dans la capitale économique ivoirienne vont aussi faire des propositions pour venir à bout du terrorisme sur le continent africain. Michel Mambo. 15 janvier 2016, le Burkina Faso est victime d'une attaque terroriste. Au moins 30 morts. La menace continue de planer. La situation est alarmante. Réuni à Abidjan ce 5 février à l'occasion de sa 8e session ordinaire, le Conseil des ministres, membres du Conseil de l'Entente, aborde le sujet. Cette lutte contre le terrorisme suppose un renforcement de nos instruments de coopération policière et judiciaire, ainsi qu'une mutualisation de nos moyens, notamment dans le domaine des renseignements. Il nous faut nécessairement de l'anticipation, assez de moyens, assez d'hommes et aussi assez d'intelligence de la situation qui prévaut actuellement. Notre sécurité commune est à ce prix. L'immigration, la démocratie, la bonne gouvernance, également au cœur des échanges. Et les ministres en conclave ne perdent pas de vue le financement pour la bonne marche de l'organisation. Notre organisation a un plan stratégique qui est mis en œuvre depuis 2013. Donc nous allons examiner certaines activités précises, très visibles par nos populations dans ces pays. Que ce soit l'électrification solaire, que ce soit l'hydraulique, le Conseil de l'Entente est en train de reprendre, si je peux m'exprimer ainsi, du poids de la bête, et sa présence est de plus en plus ressentie directement par les populations. La délocalisation de la réunion du Conseil à Abidjan, un retour aux sources qui certainement a porté ses fruits. Car au sortir de la réunion, l'on enregistre l'adoption du budget 2016 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 240 692 429 francs CFA. Des propositions ont également été faites dans le sens du renforcement de la coopération politique entre les pays membres. Reste maintenant leur adoption par le prochain sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente pour un mieux-être des populations de l'espace. Hors de la Côte d'Ivoire au Mali, une attaque a été signalée ce matin près de Tombouctou contre une base de l'ONU par des hommes armés. On déplore au moins un blessé du côté des casques bleus et un mort du côté des militaires maliens. En Syrie, environ 20 000 personnes ayant fui l'avancée des forces de Bachar al-Assad dans la province d'Alab sont bloquées du côté syrien de la frontière turque selon les Nations Unies. Un institut de recherche scientifique brésilien a annoncé aujourd'hui avoir détecté le virus Zika qui se propage en Amérique latine via le moustique dans l'urine et la salive, précisant qu'il était trop tôt pour savoir s'il s'agit là d'un nouveau mode de contagion. Les Américains recommandent donc aux personnes de retour de pays où sévit le virus Zika d'utiliser des préservatifs ou de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles, le virus pouvant se transmettre par cette voie. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, vous avez rendez-vous avec Ami Koulibaly. Moi, je vous retrouve demain à la même heure.